Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Histo-Série. Nous allons replonger dans la France de la fin du XVIe siècle avec La Dame de Montsoreau, tirée du roman éponyme d'Alexandre Dumas. Ambition, complot, trahison, mais aussi histoire d'amour, tous ces ingrédients réunis pour une série pleine de rebondissements. C'est en décembre 1971 qu'est diffusée pour la première fois La Dame de Montsoreau, une série en 7 épisodes réalisée par Yannick Andréhy. Si celui-ci a tourné une quinzaine de films, c'est surtout à la télévision qu'il s'est fait remarquer, avec des fictions à caractère historique, comme La Lumière des Justes, Bleu, Blanc, Rouge ou La Chambre des Dames. 1578. Henri III règne sur la France, entouré de ses mignons. Son frère François, duc d'Anjou, ambitionne de lui prendre la couronne. Il a pour confident et ami Louis de Clermont, seigneur de Bussy, un gentilhomme, apprécié des dames et redoutable bretteur. Des qualités qui exaspèrent nos mignons, bien décidés à lui faire rendre gorge. Une nuit, 4 d'entre eux lui tendent une embuscade dans une rue de Paris. Bussy se défend farouchement, mais blessé, il se réfugie dans une maison dont la porte s'ouvre miraculeusement. Fiévreux et à demi inconscient, il aperçoit, comme dans un rêve, une mystérieuse jeune femme se pencher à son chevet, puis un homme panser ses blessures. Quand il reprend ses esprits, il se retrouve au milieu d'une rue. A-t-il imaginé cette apparition, ou est-ce que cette belle jeune femme existe réellement? Il n'a plus qu'une obsession, mener son enquête et retrouver la maison où il a été soigné. Il tombe alors nez à nez avec l'homme qui l'a sauvé et qui cherche lui aussi la maison où on l'a emmené les yeux bandés. Il s'agit d'un étudiant en médecine, Rémy Le Hardouin, que Bussy, pour le remercier, prend à son service. Quand il revient auprès du duc d'Anjou, celui-ci lui confie une curieuse mission. Il lui donne une clé et le charge de s'introduire dans une maison pour vérifier qu'une femme dont il est éperdument épris y habite et si un homme la protège. En arrivant sur les lieux, il reconnaît l'endroit où il était soigné. Grâce à la clé, il s'introduit dans la maison et fait enfin la connaissance de sa mystérieuse inconnue. Celle-ci vient de renvoyer un homme en noir et semble désespérée. Elle reconnaît Bussy et raconte son histoire. Elle s'appelle Diane de Méridor, fille du baron de Méridor qui possède un domaine en Anjou. Elle a été enlevée et séquestrée sur ordre du duc d'Anjou, mais a réussi à s'enfuir et à faire croire à sa mort grâce à l'intervention de l'homme qu'elle vient de chasser.
le comte de Montsoreau, grand veneur du roi, dont elle a refusé les avances et le mariage. Montsoreau lui a fait alors un odieux chantage. Si elle veut échapper au duc d'Anjou, elle doit l'épouser. Il lui a montré une lettre de son père qui approuve cette décision. Finalement, elle s'est résolue à cette union, mais a refusé de céder au comte tant qu'elle n'aura pas des nouvelles de son père. Bussy jure de l'aider et décide de partir sur le champ à Méridor pour rassurer le baron sur son sort. Pendant ce temps, Monsieur Chicot, bouffon du roi mais aussi espion, surprend la conversation de 4 comploteurs dans une auberge sur la route de Fontainebleau. Il les suit jusqu'à Paris, où les 4 inconnus rejoignent l'abbaye de Sainte-Geneviève. Pour assister à leur réunion secrète, il enivre et vole la bure d'un moine qui doit prononcer un discours à cette occasion. Grâce à son déguisement, il découvre que les 4 comploteurs appartiennent à la famille des Guises, menée par Henri le Balafré. Ils veulent organiser une sainte ligue pour défendre le catholicisme contre les protestants et affaiblir Henri III pour à terme le renverser. Dans un simulacre de sacre, ils couronnent François d'Anjou, roi de France. Mais leur but est de le manipuler pour récupérer la couronne pour eux, en présentant au pape un faux arbre généalogique prouvant que les Valois sont des usurpateurs au trône. Finalement, Chicot récupère le faux document en tuant l'émissaire des Guises auprès du pape. De son côté, Bussy tente de convaincre le baron de Méridor de faire annuler le mariage, mais celui-ci, homme d'honneur, refuse de reprendre sa parole. Il tente alors sa chance auprès du duc d'Anjou pour lui montrer la perversité du comte, ou comment il l'a trahi en faisant croire à la mort de Diane pour mieux la lui ravir. Anjou convoque Montsoreau pour lui annoncer qu'il va faire annuler le mariage par son frère. Mais le comte lui rappelle qu'il a été témoin de son sacre clandestin et qu'il ira en informer le roi s'il tente quoi que ce soit contre lui. Le duc n'a d'autre choix que de valider le mariage au grand désespoir de Bussy qui ignore tout du chantage. Au Louvre, Henri III rencontre le duc de Guise qui lui demande d'instituer la Sainte Ligue en France et d'en nommer un chef. Son frère lui conseille de nommer le duc de Guise à ce titre, cela faisant évidemment partie du complot initié à Sainte-Geneviève. Mais conseillé par Chicot, le roi décide de prendre lui-même la tête de ce mouvement, ce qui fait échouer le complot des Guises. Suite à cela, François reçoit une lettre lui demandant de remettre à plus tard ses ambitions pour ne pas éveiller les soupçons du roi. Alors qu'il est en train de la lire, Henri III surgit avec Chicot et les Mignons. Il refuse de lui remettre la lettre et la brûle. Le roi ordonne d'arrêter son frère et de le conduire au Louvre. Il demande à Chicot d'en faire de même pour Bussy, mais au contraire, celui-ci l'aide à s'enfuir et lui conseille d'aller à Méridor. Enfermé au Louvre,
François reçoit un message par une des fenêtres de sa prison, lui annonçant qu'on va l'aider à s'évader la nuit prochaine. Pendant ce temps, Chicot révèle au roi toute la machination dont il a été témoin à Sainte-Geneviève. Fou de colère, Henri III veut tuer son frère, mais le bouffon l'en dissuade. Il se présente au Louvre pour le faire conduire à la Bastille. Mais trop tard, l'oiseau s'est envolé. Anjou découvre avec surprise que son mystérieux sauveur n'est autre qu'Henri de Navarre. Le futur Henri IV, bien décidé à déclencher une lutte fratricide entre les deux frères, qui pourrait lui être bénéfique. De son côté, Bussy a retrouvé Diane, qui se morfondait de lui, et ils deviennent amants, persuadés de s'être enfin débarrassés d'Anjou et de Montsoreau. Enfin, peut-être. Tout comme Quentin Durward, je vais m'arrêter là pour vous inciter à suivre cette série en entier sur YouTube. Une autre version a été réalisée en 2008 avec Thomas Joannet et Esther Nubiola, que je n'ai pas spécialement apprécié, hein, avec son côté moderne et les libertés prises avec le roman initial. Et maintenant, petit tour d'horizon historique de cette période. C'est en 1574 qu'Henri III monte sur le trône en succédant à son frère Charles IX. Il tente d'imposer l'autorité royale en s'entourant de juristes compétents et aussi des fameux mignons, sa garde personnelle. Son frère, François d'Alençon, le duc d'Anjou, va s'opposer effectivement à lui en prenant la tête du parti des malcontents, qui regroupe certains grands seigneurs du royaume, aussi bien catholiques que protestants. Il conteste son pouvoir absolu et aussi l'influence de la reine-mère, Catherine de Médicis, et de ses conseillers italiens. Tout se termine en 1576 avec l'édit de Beaulieu, demandé par Catherine de Médicis et négocié par François, qui va dicter ses conditions au roi. On l'appelle aussi la paix de monsieur. Concession territoriale pour lui et conditions favorables aux Huguenots pour exercer leur culte. Finalement, il reprend sa place à la cour, même heure de la tuberculose, en 1584. En réaction, cet édit va susciter la naissance de la Ligue catholique menée par Henri de Guise. Il va mener une véritable fronde contre le roi quand il apprend que celui-ci a désigné Henri de Navarre comme son successeur à la mort de son frère. Lui-même s'étant positionné comme un prétendant à la couronne en faisant établir un arbre généalogique prouvant sa filiation avec Charlemagne. Il signe un traité avec Philippe II, le roi d'Espagne, pour qu'il soutienne financièrement la Sainte Ligue. Il s'illustre lors de la 8e guerre de religion. Au fait de sa gloire, il revient à Paris malgré l'interdiction du roi, soutenu par le peuple de Paris qui dresse des barricades dans les rues contre les gardes suisses du souverain. Henri III, se sentant menacé, quitte Paris pour Tours en mai 1588. Mais il y revient 2 mois plus tard pour céder aux exigences du duc en signant un édit qui vise à lutter de toutes les façons contre les protestants.
Henri III, humilié, décide de le faire assassiner. Il l'invite au château de Blois pour un conseil royal. Il doit se rendre dans le cabinet du roi, mais en traversant la chambre du monarque, 8 membres de sa garde personnelle se ruent sur lui et le transpercent de leurs épées. Malheureusement, Henri III ne profitera pas longtemps de la mort du duc, puisque lui-même sera assassiné un an plus tard par un moine fanatique, Jacques Clément. Avec lui s'éteint la dynastie des Valois, place à celle des Bourbons, avec le premier d'entre eux, Henri IV. Je terminerai par le héros de notre histoire, le fameux Bussy. Si Dumas en a fait un noble gentilhomme avec le sens aiguisé de l'honneur, il en est autrement dans les réalités. Avec son attitude méprisante et provocatrice à l'égard des partisans du roi, il participe aux tensions qui règnent à la cour entre Henri III et son frère. Il se moque ouvertement des mignons qu'il provoque fréquemment en duel. Il est finalement victime de son arrogance en tentant de séduire Françoise de Marie d'Or. Il est tué au château de la Coutancière par le mari de la dame, un certain Charles de Chambes, comte de Montsoreau. Voilà pour cette histoire de la dame de Montsoreau. Merci à vous de m'avoir suivi. Bonnes vacances à tous et retrouvez-moi bientôt sur Histodote. Salut!